Amélie, merci d'avoir accepté cette interview pour Alika Magazine. Merci à vous pour l'invitation. Amélie, depuis mars 2018, votre mission est d'améliorer la santé maternelle au Cameroun, où le taux de mortalité maternelle, c'est vrai, reste très élevé. Un combat que vous menez à travers votre association, Parfait pour Jaden. C'est ça? C'est ça. Quelles sont les actions à court et à long terme de votre association? Alors, Parfait pour Jaden a pour vocation et pour mission d'œuvrer dans un premier temps sur des actions concrètes sur le territoire camerounais, sur différents niveaux, que ça soit sur le plan d'information, que ça soit sur l'accompagnement au métier de sage-femme et ses évolutions, mais également sur l'application concrète des moyens à mettre en œuvre avec les instances étatiques pour limiter la mortalité maternelle au Cameroun. Sur le long terme, idéalement, on serait ravis de pouvoir accueillir ces femmes dans un lieu de vie, tout simplement, un lieu avec une âme, avec beaucoup de bonnes choses, où elles se sentent bien, où elles sont écoutées, avec un personnel bienveillant qui puisse leur donner toutes les clés pour avoir une grossesse en bonne et due forme. Amélie, vous êtes vous-même devenue mère il y a quelques temps, avant d'ouvrir votre association. Ce moment a été un vrai tournant dans votre vie. Comment s'est déroulée votre propre expérience autour de la grossesse puis de la maternité? Alors moi, ma grossesse, j'en garde un très très bon souvenir. J'ai eu une excellente grossesse. À ma connaissance là, de mémoire, j'ai pas de souvenirs qui m'ont troublée, traumatisée. J'ai adoré ma grossesse. Je pense que j'aurais aimé prendre plus de temps pour moi parce que je me suis arrêtée très tard, au 7e mois à peu près. J'ai quand même pas mal bossé en étant enceinte. J'aurais aimé faire plus de sport, donc je pense que ça c'est un peu des nota bene pour moi pour la suite. Et puis l'expérience de la maternité en elle-même, c'est une vraie aventure sur le long terme. Je pense que j'aurais aimé qu'on m'en dise plus sur ces étapes, mais je pense que c'est encore plus beau de le découvrir par soi-même. Absolument. Et voilà, moi j'ai eu mon fils très très jeune, je dois l'inscrire en maternelle là très bientôt. Ça me fait un peu bizarre, mais en même temps, il grandit. Je suis très heureuse de le voir grandir, il s'épanouit vachement, et puis voilà, c'est un petit garçon quoi. Et justement, qu'est-ce que cet état de mère a suscité en vous? Alors, qu'est-ce que ça a suscité en moi? Je pense que déjà la création de cette association, parce qu'en réalité, ne nous mentons pas. Si je n'étais pas mère, je pense que j'aurais pas eu cette idée aussi vite. Oui. J'aurais peut-être pas saisi non plus cette opportunité de créer une association dans le domaine de la santé maternelle, parce que c'est quand même un sujet hyper important aujourd'hui, peu importe le pays dans lequel on se trouve. Bien que ça touche les femmes, parce que c'est le public direct, je pense que les hommes ont aussi un rôle à jouer, parce que la maternité, c'est, comme son nom l'indique, on parle de maternité, mais les hommes ont un rôle d'accompagnement, d'information, parce qu'on pense que le métier de sage-femme, il est voué uniquement à être féminin, mais il y a de plus en plus, et il existe même, des hommes gynécologues. Tout à fait. Enfin, voilà, je pense que on masculinise pas assez. C'est vrai, ce métier, oui. On masculinise pas assez ces métiers, et je le vois même par exemple dans la petite enfance, que ça soit au niveau des crèches, des écoles, il y a très peu d'hommes. Effectivement. Et pourtant, pour concevoir, il faut un père, une mère. Absolument. Encore un autre débat. Mais aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la mère, sur la femme? Alors le regard que je porte sur la mère et sur la femme, c'est avant tout je pense d'être libre de ses choix. Peu importe les choix qu'on va faire, c'est-à-dire allaiter ou pas. Je pense que c'est un choix qui relève de l'intime, et il faut aller jusqu'au bout de ses décisions et ne pas non plus se faire happer un peu par notre entourage et tout ce qui nous entoure, parce que je pense que les femmes, elles souffrent beaucoup de leur entourage, et puis on le sait aussi, quand on est enceinte, on a affaire à un parterre de praticiens, de médecins, de gynécologues. On est quand même dans un pays qui est très médicalisé. Je pense que c'est important de replacer aussi le contexte. C'est d'ailleurs l'objet de plusieurs études, de plusieurs recherches. La France est quand même caractérisée aujourd'hui comme un pays étant très médicalisé. Et je pense qu'on ne laisse pas assez à la femme la place pour s'exprimer dans ses choix. Moi, je connais beaucoup de femmes qui ne veulent pas d'enfants aussi aujourd'hui. On n'en parle pas assez, mais il y a quand même 5% de la population aujourd'hui qui ne veut pas d'enfants. Et je pense qu'on
on se doit de respecter ses choix et c'est aussi la société qui est en train de changer. Absolument, Donc, la femme qui évolue. Exactement, donc je pense que c'est important de le prendre en compte en tout cas. Amélie, il y a eu un autre bouleversement dans votre vie, notamment votre voyage au Cameroun. Étant française d'origine camerounaise, vous souffriez comme beaucoup d'Européens, d'Afropéens, d'un manque de connaissance de votre pays d'origine. Un manque qui faisait écho notamment lorsque votre père vous disait eh bien, toi tu ne sais pas, puisque tu n'es pas de là-bas. Qu'est-ce que ceci a suscité en vous? Comment viviez-vous votre double culture avant votre voyage au Cameroun? Alors disons que ma double culture, je pense que je ne m'étais pas posé plus de questions que ça. Je faisais avec ce qu'on me donnait. En vrai, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint de manière générale. Mais je sentais que plus les années passaient, plus mes rencontres évoluaient, plus j'avais besoin en fait de connaître mes origines, tout simplement. Et c'est vrai, en 25 ans, j'avais jamais été. Donc c'était un peu la première fois. C'était la première fois. Oui. Et c'était un voyage qui vous a paru comme une évidence dans cette quête identitaire? Ah mais c'était important. Pour moi, c'était le voyage obligatoire à faire. Enfin, en fait, je me voyais plus progresser, donner mon argent à d'autres compagnies aériennes sans aller découvrir mon pays d'origine. Et je pense qu'il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait, quoi. Donc vous l'avez fait, votre conjoint qui est né au Cameroun et qui a grandi, d'accord, et vécu, il vous accompagnait, votre fils aussi d'ailleurs. Et ça a été en fait un bouleversement parce que quand vous êtes rentré ici en France, quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé en vous? Disons que ce voyage, il a provoqué en moi quelque chose d'assez fort. Je me suis rendu compte à quel point j'étais passée à côté de beaucoup de choses et qu'il fallait que j'y aille plus régulièrement. C'est aussi le cadre peut-être dans lequel j'étais plutôt dans un contexte un peu familial, pas non plus à la jeunesse du projet lié à l'association, mais je pense que j'avais besoin d'être plus connectée à mes origines en fait, tout simplement, et ce voyage s'est présenté comme étant une évidence en famille, à trois, avec des origines qui nous sont communes, mais des appartenances qui sont quand même assez différentes. Donc des pratiques, des cultures qui sont pas communes au final. Rencontrer des personnes qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a jamais vues depuis des années. Je pense que c'est plutôt le contexte familial qui a fait qu'en rentrant c'était un peu dur. Puis le décès d'un ami en rentrant aussi. Donc j'ai mis du temps à m'en remettre, mais je pense qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et puis la création de ce projet aussi m'aide à me rapprocher un peu plus de ce qui m'anime et de ce que j'ai vraiment envie de développer pour la suite, quoi. Tout à fait. Le taux de mortalité maternelle existe dans toute l'Afrique, mais votre choix s'est porté quand même sur le Cameroun. Est-ce que vous vous sentiez redevable quelque part de créer une association pour votre pays d'origine? Alors redevable, non, parce que je pense que j'ai... Redevable, non, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui part du cœur et je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on doit quelque chose à quelqu'un ou qu'on crée un projet parce qu'on est redevable de quelque chose. Je pense que si on crée un projet, il faut aller jusqu'au bout de ce qui nous anime. Et moi, la conviction première que j'avais, c'était l'envie d'aider et de contribuer à quelque chose. Je pense que la création de cette association, c'est vraiment contribuer à une cause qui m'intéresse. Ça aurait pu être l'eau, ça aurait pu être la petite enfance, ça aurait pu être... tout un tas de choses, mais en réalité aujourd'hui il faut se concentrer sur un seul objectif et on ne peut pas prendre toutes les causes pour en faire un projet. Je pense qu'on aura du mal à se concentrer sur une chose en particulier. Donc, il faut prendre le temps de s'asseoir et de poser vraiment les bases, quoi. En tous les cas, vous avez fait un choix. Et ce choix va forcément apporter une pierre à l'édifice et surtout au progrès contre la mortalité. Amélie, justement, vous faites ce triste constat du fort taux de mortalité au Cameroun, concernant les mortalités maternelles, bien sûr. 6 000 décès en 2017 de ces femmes qui portent ou donnent la vie. Quelles sont, selon vous, les causes de cette mortalité alarmante, cette situation alarmante? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est triste, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est que la santé, c'est pas une priorité. La sécurité des citoyens camerounais est beaucoup plus importante à l'heure d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et malheureusement, la santé arrive dans un second plan. Donc, d'un point de vue étatique, les autorités ne peuvent pas se permettre d'allouer un budget qui est conséquent à la santé et au ministère de la Santé.
Néanmoins, il y a des hôpitaux et des centres de santé qui font un travail assez remarquable, qui essayent d'éduquer avec bienveillance, en partenariat avec des organismes ou d'autres types de structures, pour réduire justement toutes ces complications qui sont liées à la grossesse. Mais d'un point de vue déjà humain en tant que tel, c'est-à-dire que ce public assez vulnérable, qui sont donc les femmes majoritairement qui vivent dans les grandes zones rurales en fait, les zones rurales plutôt, n'ont pas forcément les moyens en fait de se rendre dans des hôpitaux. Puis celles qui se rendent dans les hôpitaux publics, c'est en général celles qui ont très peu de moyens. Et puis qui dit privé aussi dit coût anormalement élevé et pas forcément accessible. Parce qu'il y a la question de la proximité aussi en fonction de la ville où on se trouve, en fonction de l'implantation du centre médical. Donc tous ces facteurs ne permettent pas d'aboutir à une grossesse qui malheureusement se déroule dans de bonnes conditions. Exactement, vous l'avez dit, peut-être un manque d'investissement financier de la part de l'État, qui veut dire forcément un manque de communication autour aussi des risques, notamment de la grossesse. Mais qui dit grossesse dit acte sexuel. Et est-ce qu'on peut penser que le manque de communication sur les risques soit lié à la pudeur africaine notamment ? Alors, je pense que c'est une grosse question à se poser aujourd'hui. Et je pense que c'est essentiellement la majeure partie du problème aussi, c'est que l'éducation sexuelle, c'est très peu abordé. Néanmoins, on constate quand même qu'il y a des petites start-up et des petites structures associatives aussi qui quand même communiquent pas mal sur le sujet, qui proposent des formations, même des sessions d'information dans des établissements scolaires. Je pense notamment à une entreprise qui s'appelle Kuja Ecopad qui propose des formations dans des établissements scolaires auprès des jeunes filles pour les éduquer vraiment à la sexualité. Absolument. Mais c'est l'une de vos actions d'ailleurs les plus concrètes sur le territoire camerounais. Comment est-ce que vous vous y prenez d'ailleurs pour informer ces jeunes filles sur les risques notamment liés à la grossesse ? Alors moi, dans un premier temps, j'aimerais travailler en collaboration ou en partenariat avec des structures déjà établies ou qui veulent œuvrer dans le même sens que le nôtre pour améliorer la pratique et pour élargir aussi le discours et informer un public plus jeune. Est-ce que vous ne rencontrez pas des problèmes par rapport aux parents lorsqu'ils apprennent qu'il y a une communication sur les risques liés à la grossesse ou justement à tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une confrontation parentale? Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, on est très contents. Pas de confrontation parentale. On travaille vraiment sur des sessions de formation qu'on aimerait développer sur le long terme. Mais à date, pour l'instant, on n'a vraiment pas de soucis à ce niveau-là. En tout cas. Est-ce que les jeunes filles sont réceptives au message? Alors oui, totalement. Les jeunes filles sont réceptives, elles comprennent bien le message, elles savent dans quelle direction ça s'oriente. Et puis c'est surtout que c'est accompagné d'un discours derrière et d'une application concrète, qui est donc la start-up avec laquelle on est en collaboration, qui elle propose vraiment des serviettes hygiéniques intimes, biodégradables, vraiment conçues localement. Amélie, une autre des causes de ces mortalités maternelles, c'est notamment l'accouchement à domicile. Alors c'est une pratique qui est très fréquente au Cameroun. C'est fait par les matrones. Quelles sont leurs habitudes? Alors les matrones, elles prêchent vraiment la bonne parole. On peut rien leur interdire, on ne les contredit pas. C'est triste, mais elles pensent qu'elles savent tout. Et des fois, c'est pas toujours hygiénique, c'est pas toujours fait dans des bonnes conditions, mais néanmoins, ce qui prime avant tout, c'est le bouche à oreille. Donc, c'est les recommandations de nos pères, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve à accoucher auprès des matrones. Absolument. Et vous, à travers votre association Parfait pour Jaden, vous avez quand même pour ambition de continuer à travailler avec ces matrones, main dans la main. Bien sûr. Pour ne pas, en fait, faire d'objection à leur manipulation ou pratique ancestrale. Oui. Alors, en fait, ça relève plutôt de la tradition, et il y a des choses qu'on ne peut pas enfreindre, en fait. Tout simplement, on ne peut pas contourner ce type de pratique. Et nous, on n'est pas du tout là pour apporter une idéologie, une manière de faire. On est vraiment là pour co-construire et améliorer ce qui est possible de faire ensemble, surtout. C'est ça qui est important. Finalement, votre objectif n'est pas nécessairement l'accouchement à l'hôpital. Vous travaillez toujours pour justement vous intégrer dans ces pratiques et améliorer surtout le processus. Nous, le but, c'est vraiment d'améliorer la pratique, que ce soit d'un point de vue information, prévention, communication,
formation à tous les niveaux. On n'est pas là du tout pour se dire que la seule manière de faire, la seule manière d'accoucher, c'est à l'hôpital, parce qu'on le sait très bien, c'est pas vrai. Il y a encore beaucoup d'accouchements qui se font vraiment à la maison. Et nous, c'est vraiment comment on améliore ça, comment on professionnalise ça, comment on rend ça beaucoup plus safe en fait. Tout à fait. Et comment on fait en sorte que ces femmes ne souffrent pas et surtout ne meurent pas. Absolument. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers le monde, accoucher, devenir mère est un combat ? Oh oui, oh oui, c'est un combat. Ah, oui. Et quel serait votre message d'espoir à toutes les femmes qui sont enceintes actuellement dans ce monde ? Mais surtout, ne perdez pas espoir, parce que vous l'êtes déjà. Merci Amélie. Merci à vous.